Dans les archives poussiéreuses de la préfecture de Savoie, un registre relié de cuir noir porte la mention « Établissement de soins Saint-Augustin, 1847-1863 ». Les pages jaunies révèlent une série d'entrées étranges, écrites d'une main tremblante dans l'encre délavée du temps. Chaque nom inscrit apparaît d'abord sous une identité, puis rayé et remplacé par un autre. Marie Dubois devient Marguerite Lemoine. Pierre Vallat devient Paul Moreau. Comme si l'établissement ne soignait pas les corps malades, mais effaçait les âmes pour les remplacer par d'autres. Les habitants de Saint-Benoît-en-Maurienne se souviennent encore des histoires que leurs arrière-grands-parents murmuraient près du feu, quand les nuits d'hiver étaient trop longues et que la neige bloquait les chemins vers le monde extérieur. L'établissement Saint-Augustin fut construit en 1847 sur les ruines d'un ancien prieuré, dans une vallée encaissée où le soleil ne pénétrait que quelques heures par jour. Le docteur Émile Beaumont, formé à la Salpêtrière de Paris, avait acquis ces terres avec l'argent hérité de son père, un marchand de soieries lyonnais enrichi dans le commerce avec l'Orient. Les villageois racontaient que Beaumont était revenu de la capitale avec des idées nouvelles sur le traitement des maladies de l'esprit, des méthodes révolutionnaires qui promettaient de guérir les mélancolies, les hystéries et les troubles de la raison qui affligeaient tant de familles dans ces vallées isolées. Les familles pauvres y voyaient une providence, car l'établissement proposait de prendre en charge leurs membres affligés sans demander de paiement immédiat. Il suffisait de signer quelques papiers, de confier le malade aux bons soins du docteur et d'attendre la guérison promise dans un délai qui ne dépasserait jamais 2 années. Les premiers patients arrivèrent pendant l'automne pluvieux de 1847. Marguerite Ferrand, une jeune femme de 23 ans qui parlait à des voix que personne d'autre n'entendait, fut amenée par son père depuis le village de Saint-Michel-de-Maurienne. Jean Morel, un homme de 40 ans qui refusait de quitter son lit depuis la mort de sa femme en couche, fut transporté dans une charrette tirée par des bœufs depuis les hauteurs de Valloire. Émilie Roux, une enfant de 12 ans qui se griffait le visage jusqu'au sang en répétant des prières à l'envers, fut confiée par sa tante après que le curé de sa paroisse eut déclaré qu'il ne pouvait plus rien pour elle. Tous furent accueillis par le docteur Beaumont lui-même, un homme grand et maigre aux cheveux prématurément blancs qui portait toujours une redingote noire et des gants de cuir même en été. Il examinait chaque nouveau patient avec une attention particulière, prenant des notes dans un carnet relié de maroquin rouge, posant des questions sur leur nom, leur âge, leur famille, leur histoire personnelle, comme s'il dressait un inventaire minutieux de leur identité. Les familles qui accompagnaient les malades étaient toujours reçues dans le petit salon adjacent à l'entrée principale, une pièce tendue de velours sombre où trônaient quelques meubles de style Empire et un portrait de Napoléon regardant vers un horizon invisible. Le docteur Beaumont expliquait sa méthode avec des mots savants empruntés à la médecine parisienne moderne. Il parlait de déstructuration pathologique de la personnalité, de reconstruction thérapeutique de l'identité, de purification de la conscience par l'oubli dirigé. Les familles hochaient la tête sans vraiment comprendre, rassurées par l'érudition apparente du médecin et par la promesse d'une guérison qui leur semblait miraculeuse. Elles signaient les documents nécessaires, embrassaient une dernière fois leurs parents malades et repartaient dans leur village avec l'espoir de retrouver bientôt un être cher délivré de ses tourments. Mais elles ne savaient pas qu'elles ne le reverraient jamais tout à fait tel qu'il était. L'établissement comptait une 20aine de chambres réparties sur 3 étages, plus un sous-sol aménagé en salle de traitement que les patients appelaient les caves blanches à cause de la chaux qui recouvrait leurs murs de pierre. Chaque chambre était meublée simplement d'un lit de fer, d'une table de bois blanc et d'une chaise paillée. Aux fenêtres, des barreaux discrets mais solides empêchaient toute tentative d'évasion. Les patients portaient tous la même tenue, une blouse grise pour les hommes, une robe de toile écrue pour les femmes et des sabots de bois qui claquaient sur les dalles de pierre des couloirs. Dès leur arrivée, on leur retirait leurs effets personnels, leurs bijoux, leurs lettres, leurs amulettes,
tout ce qui pouvait rappeler leur vie d'avant. Le docteur Beaumont prétendait que ces objets entretenaient les fixations morbides et empêchaient la guérison. Les affaires étaient rangées dans des caisses de bois étiquetées au nom du patient, puis descendues dans une réserve du sous-sol où elles prendraient la poussière pendant des années. Le traitement commençait toujours par ce que le docteur appelait la purge mémorielle. Les patients étaient conduits dans une petite salle voûtée du sous-sol, éclairée seulement par quelques chandelles, où ils devaient raconter en détail leur vie passée à un secrétaire qui notait tout dans un registre spécial. Nom, prénom, lieu de naissance, nom des parents, des frères et sœurs, souvenirs d'enfance, premiers amours, chagrins, joie, peur, espoir. Tout devait être consigné avec une précision minutieuse. La séance durait parfois des heures, le patient fouillant dans sa mémoire sous les questions pressantes du secrétaire, livrant les secrets les plus intimes de son existence, comme s'il se confessait à un prêtre invisible. Une fois ce travail terminé, on lui administrait une décoction amère préparée, avec des plantes que le docteur faisait venir de Suisse, un mélange de valériane, de jusquiame et d'autres herbes aux propriétés sédatives qui plongeaient le malade dans un sommeil profond et troublé de rêves étranges. Pendant que les patients dormaient, parfois pendant plusieurs jours d'affilée, le docteur Beaumont et ses assistants procédaient à ce qu'ils appelaient la reconstruction identitaire. Dans son bureau situé au dernier étage de l'établissement, le médecin consultait de gros volumes reliés de cuir qui contenaient des listes de noms, de prénoms, de dates, de lieux, comme autant d'identités disponibles en réserve. Il choisissait pour chaque patient une nouvelle personnalité complète, un nouveau nom, une nouvelle histoire familiale, de nouveaux souvenirs d'enfance soigneusement élaborés. Ces nouvelles identités étaient rédigées sur des fiches détaillées, puis remises aux infirmières et aux gardiens qui devaient désormais ne plus s'adresser au patient que sous son nouveau nom. Quand le malade se réveillait de son sommeil médicamenteux, on lui expliquait qu'il avait été victime d'un accident, d'une fièvre grave qui avait endommagé sa mémoire, et qu'il devait maintenant réapprendre qui il était vraiment. Le processus de rééducation mnémotechnique pouvait durer des mois. Chaque matin, les patients étaient rassemblés dans la grande salle commune pour réciter leur nouvelle identité comme une leçon apprise par cœur. Je m'appelle Auguste Martineau. Je suis né le 15 juin 1823 à Chambéry. Mon père était maître charpentier. Ma mère filait la laine. J'ai 2 sœurs prénommées Clotilde et Berthe. Ceux qui se trompaient, qui laissaient échapper un détail de leur ancienne vie, étaient punis par un jeûne de 3 jours ou par un séjour dans les cellules d'isolement du sous-sol. Progressivement, les vrais souvenirs s'estompaient, recouverts par les fausses mémoires répétées chaque jour. Les patients finissaient par croire sincèrement à leur nouvelle histoire, par se reconnaître dans le miroir sous leur nouveau nom, par oublier qu'ils avaient jamais été quelqu'un d'autre. Les familles qui venaient prendre des nouvelles de leurs proches étaient reçues avec courtoisie mais fermeté. Le docteur Beaumont leur expliquait que les visites étaient déconseillées pendant la première année de traitement, car elles risquaient de perturber le processus de guérison en réveillant des souvenirs pathogènes. Il leur donnait des nouvelles rassurantes, leur disait que le malade progressait, qu'il reprenait goût à la vie, qu'il faudrait encore un peu de patience. Parfois, il leur montrait des lettres prétendument écrites par le patient, des messages pleins d'espoir et de gratitude envers son sauveur. Mais ces lettres étaient rédigées par les secrétaires de l'établissement, dans une écriture contrefaite qui imitait celle du véritable malade. Les familles repartaient tranquillisées, se disant qu'elles avaient eu raison de faire confiance au docteur, que leurs parents étaient entre de bonnes mains. Au bout de 2 années, conformément aux promesses initiales, les patients étaient déclarés guéris et libérés de l'établissement. Mais ce n'étaient plus les mêmes personnes qui en sortaient. Marguerite Ferrand revenait sous le nom de Catherine Lemoine, avec de nouveaux souvenirs et une nouvelle façon de parler. Jean Morel était devenu François Dubois,
et prétendait avoir grandi dans un village qu'il n'avait jamais vu. Émilie Roux, désormais appelée Marie Bonnard, racontait une enfance totalement inventée auprès de parents qui n'avaient jamais existé. Ces êtres transformés retournaient dans leur famille comme des étrangers déguisés en proches, portant le visage d'un parent disparu, mais parlant avec la voix d'un inconnu. Les familles les accueillaient avec joie au début, heureuses de retrouver leur malade apparemment guéri, mais elles découvraient vite que quelque chose clochait dans ces retrouvailles. Les guéris ne reconnaissaient plus les lieux de leur enfance, confondaient les noms de leurs frères et sœurs, racontaient des histoires qui ne correspondaient pas aux souvenirs familiaux. Ils regardaient les photographies de famille avec curiosité, comme s'ils découvraient des visages inconnus. Ils ne se rappelaient plus les petites habitudes, les mots affectueux, les traditions qui tissaient les liens du sang. Quand on leur parlait d'événements passés, de fêtes partagées, de chagrins traversés ensemble, ils hochaient poliment la tête, mais leurs yeux restaient vides, comme ceux d'acteurs qui auraient oublié leur texte au milieu d'une représentation. Certaines familles pensaient que c'était un effet temporaire du traitement, que la mémoire reviendrait progressivement. D'autres commençaient à soupçonner que l'être cher qu'on leur avait rendu n'était plus vraiment leurs parents, mais une sorte de copie imparfaite, un sosie fabriqué par les soins du docteur. Les premiers doutes sérieux apparurent en 1852, quand Marie Rousset, veuve d'un fermier de Saint-Jean-de-Maurienne, reconnut son fils Pierre dans les rues de Chambéry, 5 ans après l'avoir confié à l'établissement Saint-Augustin. Pierre avait été officiellement libéré 3 ans plus tôt sous le nom de Paul Mercier, et sa famille l'avait accueilli comme tel, ne remarquant d'abord que quelques bizarreries dans son comportement. Mais Marie Rousset était certaine de reconnaître son enfant malgré le nom différent, malgré les vêtements bourgeois qu'il portait désormais, malgré sa façon changée de parler. Elle l'aborda dans la rue, l'appela par son vrai nom, lui rappela des souvenirs précis de leur vie commune. L'homme la regarda avec affolement, nia être Pierre Rousset, prétendit s'appeler Paul Mercier et avoir toujours vécu à Chambéry, mais ses yeux trahissaient une peur profonde, comme s'il luttait contre des souvenirs qui remontaient malgré lui à la surface de sa conscience. Marie Rousset porta plainte auprès du procureur du roi, accusant le docteur Beaumont d'avoir kidnappé son fils et de l'avoir remplacé par un imposteur. L'affaire fit du bruit dans la région, d'autant plus que d'autres familles commençaient à exprimer des doutes similaires. Plusieurs parents juraient avoir reconnu leurs proches sous de faux noms dans d'autres villages, vivant des vies inventées auprès de familles qui les croyaient guéries. Le procureur ordonna une enquête, mais celle-ci se heurta rapidement aux obstacles dressés par le docteur Beaumont. Tous les documents officiels attestaient que Pierre Rousset était mort à l'établissement en 1851 d'une fièvre typhoïde et que Paul Mercier était un ancien patient originaire de Chambéry, parfaitement guéri et rendu à sa famille légitime. Les registres de l'état civil confirmaient ces versions. Les certificats médicaux portaient les cachets officiels. Les témoignages des employés de l'établissement corroboraient les explications du directeur. L'enquête révéla cependant des anomalies troublantes dans les archives de l'établissement. Plusieurs registres présentaient des pages arrachées, des ratures suspectes, des surcharges qui masquaient d'anciennes écritures. Les dates de décès coïncidaient, souvent avec les dates de libération d'autres patients portant des noms différents. Les descriptions physiques des morts et des vivants se ressemblaient étrangement, comme si les mêmes personnes étaient décédées et ressuscitées sous d'autres identités. Mais ces indices restaient trop fragiles pour constituer des preuves juridiques solides. Le docteur Beaumont expliquait ces coïncidences par les hasards de la nature humaine, par la tendance des familles endeuillées à voir des ressemblances là où il n'y en avait pas. Il produisait des témoignages d'anciens patients reconnaissants, des lettres de familles satisfaites, des attestations de confrères parisiens qui louaient ses méthodes révolutionnaires. En 1856, un incident plus grave vint relancer l'affaire. Julien Favre,
un homme de 35 ans qui avait été interné à Saint-Augustin en 1853 pour des crises de violence, s'échappa de l'établissement au cours d'une promenade surveillée. Il erra plusieurs jours dans la montagne avant d'être retrouvé par des bergers près du col du Galibier, dans un état d'épuisement extrême. Quand on l'interrogea, il raconta une histoire incohérente où se mélangeaient deux identités distinctes. Il disait tantôt s'appeler Julien Favre, être fils de cultivateur de la Chambre, avoir une sœur prénommée Antoinette et des souvenirs précis de son enfance dans sa ferme familiale. Puis soudain, il se reprenait, affirmait se nommer Auguste Blanc, être originaire de Modane, avoir grandi auprès d'un oncle cordonnier et n'avoir jamais eu de sœur. Ces deux personnalités semblaient coexister dans son esprit de manière chaotique, se disputant le contrôle de sa mémoire et de sa parole. Les médecins qui l'examinèrent à l'hôpital de Chambéry furent stupéfaits par ce cas de dédoublement mnésique qu'ils n'avaient jamais observé auparavant. Julien Auguste oscillait entre ces deux identités selon des rythmes imprévisibles, racontant tantôt l'histoire de l'un, tantôt celle de l'autre, avec un luxe de détails qui rendait les deux versions également crédibles. Parfois, il mélangeait les deux récits, créant des souvenirs hybrides où la sœur Antoinette devenait la fille de l'oncle cordonnier, où la ferme de la Chambre se transformait en atelier de Modane. Les docteurs en conclurent que le traitement subi à Saint-Augustin avait provoqué une altération grave des facultés mentales, une sorte de greffe identitaire qui aurait mal pris et créé cette confusion pathologique. Ils rédigèrent un rapport médical détaillé qu'ils transmirent aux autorités judiciaires, recommandant une enquête approfondie sur les méthodes employées par le docteur Beaumont. Cette fois, le scandale ne put être étouffé. Les journaux de Chambéry et de Grenoble s'emparèrent de l'affaire, publiant des articles sensationnels sur la clinique qui volait les âmes et le docteur qui fabriquait de faux hommes. Des familles de toute la région affluèrent pour porter plainte, affirmant reconnaître leurs proches disparus sous de fausses identités. Les autorités ecclésiastiques s'émurent de ces pratiques qui semblaient défier les lois divines sur l'unicité de l'âme humaine. Le préfet de la Savoie ordonna la fermeture provisoire de l'établissement en attendant les conclusions d'une commission d'enquête composée de magistrats, de médecins et de représentants de l'Église. Mais quand les enquêteurs se présentèrent à Saint-Augustin au matin du 23 octobre 1856, ils trouvèrent les bâtiments déserts. Le docteur Beaumont avait disparu dans la nuit, emportant avec lui tous les dossiers médicaux, les registres d'admission et les archives de l'établissement. Les patients avaient été évacués vers des destinations inconnues, probablement dispersés dans d'autres institutions, ou rendus à leurs familles sous leurs nouvelles identités. Seuls restaient les employés subalternes, cuisinières, jardiniers, femmes de ménage, qui juraient ne rien savoir des méthodes de traitement et n'avoir jamais eu accès aux documents confidentiels. Dans les caves de l'établissement, les enquêteurs découvrirent des centaines de caisses contenant les effets personnels des anciens patients. Vêtements, bijoux, lettres, photographies, souvenirs de familles abandonnées, là comme les reliques d'existence abolies. Chaque caisse portait un nom différent de celui figurant sur les étiquettes qui avaient été collées par-dessus, révélant les substitutions d'identité qui s'étaient opérées au fil des années. Dans le bureau du docteur, les enquêteurs trouvèrent quelques indices de la méthode employée. Des étagères entières contenaient des ouvrages de médecine mentale, de phrénologie, de physiognomonie, mais aussi des traités plus étranges sur l'effacement contrôlé de la mémoire et la reconstruction artificielle de la personnalité. Certains de ces livres portaient des annotations manuscrites en latin, des formules chimiques pour la préparation de drogues amnésiantes, des schémas anatomiques du cerveau où étaient localisées les zones prétendument responsables de l'identité personnelle. Dans un tiroir secret, ils découvrirent plusieurs carnets reliés de cuir rouge qui contenaient des centaines de fiches détaillées, nom véritable du patient, nouvelle identité assignée, résumé de l'ancienne personnalité, description de la nouvelle histoire inventée,
Note sur les progrès de la conversion mnésique. Ces documents révélaient l'ampleur industrielle de l'opération. Plus de 300 personnes avaient été traitées en 10 ans, transformées en autant d'êtres nouveaux dispersés ensuite dans toute la région. Les autorités lancèrent un avis de recherche contre le docteur Beaumont, mais il semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Certains témoins affirmaient l'avoir vu embarquer sur un bateau à Marseille en direction de l'Algérie. D'autres juraient l'avoir reconnu dans un train pour la Suisse, déguisé en prêtre et parlant allemand. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il aurait rejoint l'Amérique pour y poursuivre ses expériences, ou qu'il se serait retiré dans un monastère de montagne pour expier ses fautes. Mais aucune piste ne put être vérifiée, et l'homme sembla s'être évanoui aussi mystérieusement qu'il était apparu 10 ans plus tôt dans la vallée de Saint-Benoît. Les familles victimes de ces agissements se retrouvèrent dans une situation inextricable. Leurs proches avaient disparu, remplacés par des étrangers qui portaient leur visage mais vivaient sous de fausses identités, et il était impossible de prouver juridiquement ces substitutions tant les documents officiels avaient été falsifiés avec art. Certaines familles tentèrent de récupérer leurs parents en allant les chercher dans les villages où ils vivaient sous leur nouveau nom. Mais ces retrouvailles se révélèrent souvent traumatisantes pour tous. Les guéris refusaient généralement de reconnaître leurs véritables origines, s'accrochant à leurs identités factices avec l'énergie du désespoir. Ils avaient été si profondément conditionnés qu'ils croyaient sincèrement aux mensonges qu'on leur avait inculqués et considéraient leur vraie famille comme des étrangers dangereux qui voulaient les arracher à leur vie légitime. Quelques-uns acceptèrent de suivre leurs parents biologiques, mais ils ne purent jamais retrouver leurs souvenirs d'origine. Ils vécurent le reste de leur existence dans une sorte de no man's land identitaire, ni tout à fait les personnes qu'ils avaient été, ni complètement les êtres qu'on avait voulu faire d'eux. D'autres familles préférèrent laisser leurs proches dans leur nouvelle vie, estimant qu'il valait mieux les savoir heureux sous de faux noms que malheureux dans une identité retrouvée. Elles gardèrent le secret de ces reconnaissances fortuites, se contentant d'observer de loin l'évolution de leurs parents transformés. Parfois, elles leur rendaient de brèves visites sous des prétextes anodins, pour maintenir un lien ténu avec ces fantômes de chair qui ressemblaient à leur mort sans être vraiment eux. Ces rencontres étaient empreintes d'une mélancolie particulière, comme des conversations avec des revenants qui auraient oublié leur propre trépas. Les guéris accueillaient ces visiteurs avec politesse mais sans chaleur, intuitivement méfiants envers ces inconnus qui semblaient les connaître mieux qu'eux-mêmes ne se connaissaient. Les années passèrent, et l'affaire de l'établissement Saint-Augustin sombra progressivement dans l'oubli officiel. Les dossiers judiciaires furent classés sans suite, faute de preuves suffisantes et en l'absence du principal inculpé. Les journaux cessèrent d'en parler, remplacés par d'autres scandales plus récents. Les autorités préfèrent enterrer cette histoire embarrassante qui jetait le discrédit sur la médecine moderne et la surveillance administrative. Mais dans les villages de Maurienne, la mémoire populaire conserva le souvenir de ces années troublées où les identités se mélangèrent comme les eaux de torrent après un orage. Les anciens continuèrent de raconter l'histoire du docteur qui changeait les noms, de la clinique où l'on entrait soi-même pour en ressortir quelqu'un d'autre, de ces familles qui cherchaient encore leurs morts parmi les vivants. En 1863, les bâtiments de l'ancien établissement furent rachetés par une congrégation religieuse qui les transforma en orphelinat. Les religieuses qui s'y installèrent racontèrent plus tard avoir trouvé des traces étranges de l'occupation précédente. Des inscriptions gravées dans les murs des cellules du sous-sol, des noms et des dates qui ne correspondaient à aucun registre officiel, comme autant de témoignages secrets laissés par les patients pour attester de leur véritable identité. Dans la chapelle désaffectée, elles découvrirent des centaines de petits papiers dissimulés dans les fissures de la pierre, des messages désespérés, rédigés par des mains tremblantes. « Je m'appelle vraiment Marie Dupont, née le 3 mars 1825 à Beaufort, fille de Jean et de Marguerite. Ne m'oubliez pas.
Mon nom est Pierre Vallat. J'ai un grain de beauté sur l'épaule gauche. Ma sœur s'appelle Antoinette. Je ne suis pas celui qu'ils disent. » Ces billets clandestins révélaient la résistance secrète que certains patients avaient opposée au lavage de cerveau, leur tentative désespérée de préserver un fragment de leur moi véritable contre l'effacement programmé. L'orphelinat fonctionna paisiblement pendant 20 ans, mais il fut fermé en 1883 après une série d'incidents troublants. Les enfants recueillis par les religieuses développaient parfois des comportements étranges. Ils prétendaient s'appeler autrement que leur nom officiel, racontaient des souvenirs qui ne correspondaient pas à leur histoire personnelle, parlaient de parents qu'ils n'avaient jamais eus. Les sœurs attribuèrent d'abord ces fantaisies à l'imagination débordante des orphelins, puis à l'influence néfaste des lieux qui auraient conservé une sorte de mémoire empoisonnée des expériences passées. Certaines pensionnaires affirmaient entendre des voix dans les murs, des chuchotements qui leur répétaient des noms inconnus, des dates oubliées, des histoires de vies antérieures qui ne leur appartenaient pas. Les religieuses finirent par conclure que l'ancien établissement était maudit, hanté par les âmes errantes de ceux qui y avaient perdu leur identité sans trouver le repos dans la mort. Après la fermeture de l'orphelinat, les bâtiments restèrent longtemps à l'abandon. Les toitures s'effondrèrent, les murs se couvrirent de lierre, les fenêtres se brisèrent sous les tempêtes de montagne. Les villageois évitaient de s'approcher de ces ruines qui conservaient une réputation sinistre. On racontait que les nuits de brouillard, on pouvait voir des silhouettes errer dans les décombres, des fantômes en blouse grise qui cherchaient encore leur véritable nom parmi les gravats. Les enfants du pays inventèrent des jeux terrifiants, où ils se défaient mutuellement de dire leur nom véritable, sous peine de le perdre pour toujours, comme ceux qui étaient passés par les mains du docteur Beaumont. Ces légendes enfantines perpétuaient, sans le savoir, la mémoire des crimes commis dans ces murs, transformant l'histoire réelle en conte fantastique qui ne cessait de hanter les imaginations. En 1889, un incendie d'origine inconnue détruisit complètement les vestiges de l'établissement Saint-Augustin. Les flammes consumèrent en une nuit ce qui restait des bâtiments, effaçant les dernières traces matérielles de l'œuvre du docteur Beaumont. Mais le feu révéla une dernière surprise. Dans les fondations du bâtiment principal, les pompiers découvrirent une cache murée qui contenait des ossements humains mélangés à des objets personnels, alliances, médaillons, montres de gousset, portant des noms différents de ceux qui figuraient sur les plaques d'identification enterrées avec eux. Ces restes suggéraient que certains patients étaient peut-être morts pour de bon à Saint-Augustin, leurs corps enterrés clandestinement, tandis que d'autres prenaient leur place dans le monde des vivants. Mais cette découverte macabre ne put faire l'objet d'aucune enquête sérieuse. Trop d'années avaient passé, les témoins étaient morts, les documents avaient disparu avec leur auteur. La vérité sur les méthodes du docteur Beaumont ne fut jamais établie avec certitude. Les historiens qui s'intéressèrent plus tard à cette affaire formulèrent diverses hypothèses. Certains y virent l'œuvre d'un médecin fou qui aurait poussé à l'extrême les théories de son époque sur la plasticité de la mémoire humaine. D'autres soupçonnèrent une organisation criminelle plus vaste, un réseau de trafiquants d'identité qui auraient utilisé les malades mentaux comme matière première pour fabriquer de faux citoyens destinés à des filières d'émigration clandestine. Les plus pessimistes imaginèrent que Beaumont n'était qu'un précurseur, un expérimentateur isolé qui aurait défriché des techniques promises à un bel avenir dans les siècles suivants. Mais toutes ces interprétations restent spéculatives, fondées sur des indices fragmentaires et des témoignages de seconde main. Ce qui demeure indiscutable, c'est l'impact durable de cette histoire sur les familles de la région. Pendant des générations, les descendants des victimes ont conservé une méfiance particulière envers les médecins, les hôpitaux, les traitements de l'esprit qui promettent des guérisons miraculeuses. Ils ont transmis à leurs enfants une prudence instinctive,
face aux autorités qui prétendent savoir mieux qu'eux qui ils sont vraiment. Dans certaines familles, on prit l'habitude de graver discrètement des signes de reconnaissance sur le corps des enfants, petites cicatrices volontaires, ou marques au fer rouge cachées sous les vêtements, pour qu'ils puissent toujours prouver leur identité véritable si jamais ils tombaient entre de mauvaises mains. Ces pratiques archaïques révélaient l'angoisse profonde que l'affaire Saint-Augustin avait implantée dans les consciences populaires, la peur ancestrale de perdre son nom, son histoire, sa place dans la lignée des ancêtres. Les registres paroissiaux de l'époque témoignent d'un phénomène curieux qui se développa dans les années suivant la fermeture de l'établissement. De nombreuses familles demandèrent au curé de modifier les actes de baptême de leurs enfants, d'y ajouter des mentions particulières, des détails physiques précis, des témoins supplémentaires qui rendraient impossible toute falsification ultérieure. Les prêtres acceptèrent généralement ces requêtes étranges, comprenant l'anxiété de leurs paroissiens sans oser la juger. Ils rédigèrent des actes d'état civil d'une minutie exceptionnelle, décrivant avec une précision quasi policière la couleur des yeux, la forme des oreilles, les grains de beauté, les cicatrices, tout ce qui pourrait servir un jour à distinguer un vrai enfant de baptême d'un imposteur fabriqué dans quelque clinique secrète. Ces documents constituent aujourd'hui des témoignages bouleversants de la paranoïa collective qui s'empara de la région, de cette époque où chacun vivait dans la crainte de voir son identité confisquée par des mains expertes. En 1894, soit 30 ans après la disparition du docteur Beaumont, un événement étrange raviva le souvenir de l'affaire Saint-Augustin. Un homme âgé d'environ 70 ans se présenta au presbytère de Saint-Jean-de-Maurienne, demandant à rencontrer le curé pour une confession particulière. Il se disait tourmenté par des souvenirs confus qui l'obsédaient depuis des années, des images fragmentaires d'une vie qu'il n'était pas sûr d'avoir vraiment vécue. Tantôt il se souvenait d'une enfance dans une ferme de montagne, avec des parents qui sentaient le foin et la résine, une sœur aux nattes blondes qui chantait en gardant les chèvres. Tantôt ces images s'effaçaient pour laisser place à d'autres souvenirs, ceux d'un orphelinat de ville, de religieuses en cornettes noires, d'un travail d'apprenti chez un forgeron qui buvait trop d'eau-de-vie. Il ne savait plus laquelle de ces deux vies était la sienne, laquelle était vraie et laquelle avait été inventée par des médecins qui voulaient de son bien. Le curé écouta cette confession troublante avec un mélange de compassion et d'inquiétude. L'homme parlait avec une précision troublante de détails qui semblaient authentiques dans les deux versions de son existence, comme s'il avait vraiment vécu ces vies parallèles, ou qu'on les lui avait inculquées avec un art consommé. Il évoquait des gestes, des odeurs, des sensations physiques qui ne pouvaient venir que d'une expérience réelle, mais comment expliquer qu'il en posséda deux séries complètes et contradictoires? Le prêtre lui demanda son nom, et l'homme hésita longuement avant de répondre qu'il s'appelait Joseph Martineau, mais qu'il avait parfois l'impression de s'appeler Pierre Rousset, sans pouvoir expliquer d'où venait cette certitude. En entendant ce second nom, le curé frémit, car il se souvenait des histoires que lui avait racontées son prédécesseur sur l'enfant disparu de Marie Rousset, celui qui avait déclenché le scandale de l'établissement 40 ans plus tôt. Le prêtre garda le secret de cette confession, mais il prit des notes détaillées qu'il conserva dans ses archives personnelles. Il revit plusieurs fois cet homme étrange qui venait régulièrement lui confier ses angoisses identitaires, ses cauchemars peuplés de visages inconnus qui prétendaient être sa famille, ses réveils en sursaut avec des noms étrangers sur les lèvres. Joseph Pierre semblait pris dans un combat permanent entre ces deux mémoires, incapable de choisir laquelle était la vraie, condamné à vivre dans l'incertitude perpétuelle de son propre être. Il mourut en 1897 sans avoir jamais résolu cette énigme, emportant dans sa tombe le secret de sa véritable identité. Le curé fit graver sur sa pierre tombale une épitaphe énigmatique. « Si gît un homme qui chercha son nom », formule qui intrigua les visiteurs du cimetière pendant des décennies. D'autres cas similaires
furent signalés sporadiquement dans la région au cours des années suivantes. Des vieillards qui se présentaient dans les mairies pour faire rectifier leur état civil, prétendant avoir toujours su qu'il y avait une erreur dans leurs papiers officiels. Des femmes âgées qui abordaient des inconnus dans la rue, certaines de reconnaître en eux des frères ou des cousins perdus depuis l'enfance. Des hommes qui changeaient soudainement de comportement après avoir fait un rêve particulièrement vivace, affirmant avoir retrouvé leur vraie personnalité enfouie sous des années de mensonges. Ces phénomènes pouvaient s'expliquer par la sénilité, par les divagations de cerveau, usés par l'âge, mais leur récurrence et leur cohérence avec l'histoire de Saint-Augustin troublaient ceux qui se souvenaient encore de l'affaire Beaumont. Vers 1900, le dernier témoin direct de l'établissement Saint-Augustin rendit son dernier souffle. Il s'agissait de François Durand, ancien jardinier de la clinique, qui avait accepté de témoigner devant les enquêteurs en 1856, mais n'avait révélé que des détails insignifiants sur son travail quotidien. Sur son lit de mort, entouré de sa famille, il fit des aveux qui glacèrent d'effroi ses proches. Il confessa avoir été bien plus qu'un simple employé d'entretien, avoir participé activement aux expériences du docteur Beaumont en tant qu'assistant clandestin. Il révéla que les traitements infligés aux patients étaient bien plus terribles que tout ce que l'enquête officielle avait pu imaginer. Les malades n'étaient pas seulement drogués et conditionnés psychologiquement, ils subissaient aussi des interventions chirurgicales rudimentaires sur le cerveau, des opérations secrètes destinées à détruire physiquement certaines zones de la mémoire. François Durand décrivit avec des détails horrifiants les séances qui se déroulaient dans les caves de l'établissement, loin des regards indiscrets. Le docteur Beaumont utilisait des instruments de sa fabrication, des tiges métalliques qu'il introduisait par les narines ou les oreilles pour perforer délicatement certaines parties du cortex cérébral. Ces opérations barbares étaient pratiquées sur des patients inconscients, drogués avec des doses massives d'opium et d'autres substances. Beaucoup mouraient sur la table d'opération. Leurs corps étaient alors enterrés secrètement dans les fondations de l'établissement, tandis qu'on faisait croire à leurs familles qu'ils avaient guéri et été libérés sous un nouveau nom. Ceux qui survivaient à ces mutilations cérébrales perdaient effectivement une grande partie de leurs souvenirs, devenant des êtres malléables que l'on pouvait reprogrammer à volonté avec de nouvelles identités. Le jardinier révéla aussi que le docteur Beaumont entretenait une correspondance secrète avec d'autres médecins européens qui menaient des expériences similaires dans leurs propres établissements. Il existait un véritable réseau international de chirurgiens de l'âme qui échangeaient leurs techniques, leurs résultats, leurs échecs. Certains travaillaient pour des gouvernements qui voulaient transformer des espions ennemis en agents doubles amnésiques. D'autres servaient des organisations criminelles qui avaient besoin de fausses identités indétectables pour leurs membres. Beaumont, lui-même, aurait été financé par des industriels parisiens qui cherchaient à créer une main-d'œuvre docile, des ouvriers sans passé ni revendication, qui accepteraient n'importe quelle condition de travail. Ces révélations posthumes furent accueillies avec scepticisme par la famille de François Durand, qui préféra les attribuer au délire de l'agonie plutôt que d'accepter l'idée que leurs parents avaient été complices de telles horreurs. Pourtant, certains détails des confessions du jardinier correspondaient étrangement à des découvertes récentes. En 1898, lors de travaux de terrassement près de l'ancien emplacement de Saint-Augustin, des ouvriers avaient mis au jour des ossements humains présentant des perforations crâniennes caractéristiques, des trous parfaitement circulaires qui ne pouvaient résulter d'accidents naturels. Les autorités médicales qui examinent ces restes conclurent à des trépanations post-mortem, des opérations pratiquées sur des cadavres à des fins d'études anatomiques. Mais les confessions de François Durand suggéraient une interprétation plus sinistre. Ces perforations auraient été pratiquées sur des vivants, dans le cadre des expérimentations chirurgicales menées par Beaumont. Les familles de la région préférèrent ignorer ces hypothèses dérangeantes, se contenant de faire dire des messes pour le repos de ces âmes anonymes
dont on avait profané les sépultures. Au tournant du siècle, l'affaire Saint-Augustin était devenue une légende locale, un récit fantastique que les anciens racontaient aux veillées pour faire frissonner leurs auditeurs. Les jeunes générations n'y croyaient qu'à moitié, considérant ces histoires comme des superstitions de montagnards, des exagérations nées de l'ignorance et de la peur du progrès médical. L'avènement de la modernité, l'arrivée du chemin de fer dans la vallée, l'électrification des villages donnaient l'impression que ces époques obscures appartenaient définitivement au passé. On se moquait gentiment des vieillards qui persistaient à méfier des médecins, qui gravaient encore des signes secrets sur leurs enfants, qui scrutaient les visages des étrangers en cherchant des ressemblances suspectes avec des parents disparus. Mais parfois, au détour d'une conversation anodine, surgissait un détail troublant qui ravivait les anciennes inquiétudes. Un homme qui ne se souvenait plus du prénom de sa mère, une femme qui confondait systématiquement les dates de sa propre naissance, un enfant qui appelait ses parents par des noms qui n'étaient pas les leurs. Ces petites anomalies de la mémoire familiale pouvaient avoir 1000 explications rationnelles, mais elles suffisaient à réveiller les vieux démons, à faire resurgir la question lancinante qui avait hanté la région pendant des décennies. Et si certains des guéris de Saint-Augustin vivaient encore parmi eux, et si leurs descendants portaient dans leurs gènes la trace de ces manipulations identitaires. En 1903, la construction d'une nouvelle route de montagne nécessita la démolition définitive des dernières ruines de l'établissement Saint-Augustin. Les dynamitages qui pulvérisent les fondations révélèrent une ultime surprise. Une cave secrète que les précédentes fouilles n'avaient pas découverte. Un souterrain aménagé qui contenait encore des documents oubliés. Parmi les papiers moisis et rongés par l'humidité, les ouvriers trouvèrent des fragments de ce qui semblait être le journal personnel du docteur Beaumont, des pages jaunies, couvertes d'une écriture serrée où se mélangeaient le français, le latin et une sorte de code chiffré. Les passages lisibles révélaient les obsessions du médecin, sa conviction d'avoir découvert le secret de la plasticité mentale humaine, sa certitude d'œuvrer pour le bien de l'humanité en libérant les malades du fardeau de leurs souvenirs douloureux. Dans l'une de ces pages rescapées, Beaumont écrivait « L'identité n'est qu'une habitude de l'esprit, une cristallisation arbitraire de la conscience autour de quelques souvenirs que nous choisissons de privilégier. Mes patients souffrent de leur mémoire, comme d'autres souffrent de leur tumeur, et je ne fais que leur offrir l'ablation chirurgicale de ces excroissances psychiques. Un homme nouveau peut naître de chaque opération, débarrassé des traumatismes de l'ancien, libre de construire une existence plus harmonieuse. Mes détracteurs m'accusent de détruire des personnes, mais je ne fais que révéler la vérité fondamentale de notre nature. Nous ne sommes rien d'autre que la somme de nos souvenirs, et qui contrôle la mémoire contrôle l'être. Ces justifications philosophiques donnaient un éclairage inquiétant sur la mentalité du praticien, révélant un homme convaincu de la légitimité de ses actes, persuadé d'avoir percé les mystères de la conscience humaine. D'autres fragments évoquaient des perfectionnements techniques que Beaumont envisageait pour l'avenir de sa méthode. Il rêvait de pouvoir un jour transplanter intégralement des mémoires d'une personne à l'autre, de créer des banques de souvenirs où l'on pourrait puiser des histoires personnelles adaptées à chaque patient. Il imaginait des identités modulaires que l'on pourrait assembler selon les besoins, des personnalités sur mesure construites avec des éléments empruntés à plusieurs individus. Ces visions délirantes révélaient l'ampleur de ses ambitions, sa volonté de révolutionner non seulement la médecine mentale, mais la nature humaine elle-même. Le dernier passage lisible de son journal se terminait par ces mots prophétiques. « Un jour viendra où l'humanité me remerciera d'avoir ouvert cette voie. Les souffrances psychiques seront définitivement abolies, et les hommes pourront choisir leurs souvenirs comme ils choisissent leurs vêtements. » Ces documents furent remis aux autorités académiques qui les classèrent dans leurs archives sans leur accorder d'importance particulière. Les quelques savants qui les consultèrent y virent les divagations d'un esprit dérangé, les fantasmes d'un médecin qui avait perdu le contact avec la réalité. L'époque était aux découvertes de Freud et de ses disciples, aux premières explorations scientifiques de l'inconscient.
et les méthodes brutales de Beaumont paraissaient appartenir à un passé révolu de la médecine. Personne ne soupçonnait que ces techniques primitives préfiguraient peut-être des développements futurs, que la chirurgie de l'âme pourrait un jour ressurgir sous des formes plus sophistiquées. Les pages du journal furent oubliées dans les rayonnages poussiéreux d'une faculté de médecine, attendant qu'un chercheur plus perspicace découvre leur importance réelle. En 1914, la Grande Guerre éclata et balaya définitivement les derniers témoins de l'affaire Saint-Augustin. Beaucoup d'hommes de la région partirent au front et ne revinrent jamais, emportant avec eux les souvenirs qu'ils gardaient encore de cette époque troublée. Les femmes qui restèrent au village eurent d'autres soucis que de se préoccuper des anciennes légendes locales. La modernité guerrière, avec ses gaz de combat et ses traumatismes psychologiques de masse, rendait dérisoires les expérimentations artisanales d'un médecin de campagne du siècle précédent. Les soldats qui revenaient du front avec des troubles nerveux étaient soignés dans de vrais hôpitaux psychiatriques, selon des méthodes officielles qui semblaient infiniment plus respectables que les pratiques obscures de Beaumont. Pourtant, parfois, dans les dossiers médicaux de ces vétérans traumatisés, apparaissaient des anomalies troublantes. Des hommes qui prétendaient avoir combattu dans des régiments où ils n'avaient jamais servi. Des soldats qui racontaient des batailles auxquelles ils n'avaient pas participé. Des blessés qui portaient des cicatrices incompatibles avec leurs blessures officielles. Les médecins militaires attribuaient ces incohérences aux effets des bombardements sur le cerveau, au traumatisme provoqué par les explosions d'obus. Mais quelques praticiens perspicaces se demandaient si certains de ces soldats n'avaient pas été traités dans leur jeunesse selon les méthodes de Saint-Augustin, si les manipulations subies des décennies plus tôt ne ressurgissaient pas sous l'effet du stress extrême de la guerre. Dans les années 1920, un médecin psychiatre de Lyon publia une étude sur les troubles identitaires post-traumatiques observés chez d'anciens combattants originaires de Savoie. Il avait remarqué que ces patients présentaient des symptômes particuliers, différents de ceux observés chez les traumatisés d'autres régions. Leur confusion mentale semblait suivre des patterns spécifiques, comme si leur mémoire avait été préalablement fragilisée par des interventions antérieures. Le médecin évoquait prudemment l'hypothèse d'une prédisposition héréditaire aux dissociations mnésiques qui auraient pu être acquises par certaines familles de la région. Il ne mentionnait pas explicitement l'affaire Saint-Augustin, mais ses descriptions cliniques rappelaient étrangement les symptômes observés chez les patients de Beaumont 70 ans plus tôt. Cette étude passa inaperçue dans la communauté médicale de l'époque, noyée parmi les milliers de publications consacrées aux séquelles de la guerre. Mais elle contenait une observation troublante que son auteur avait notée sans en comprendre la portée. Plusieurs des patients étudiés portaient de petites cicatrices caractéristiques sur le crâne, des marques circulaires parfaitement régulières qui ne correspondaient à aucune blessure de guerre connue. Ces stigmates étaient généralement cachés par les cheveux et n'apparaissaient que lors d'examens très approfondis. Le médecin les attribuait à d'anciens accidents de l'enfance, sans soupçonner qu'ils pouvaient être les traces de perforations chirurgicales pratiquées des décennies plus tôt dans les caves de Saint-Augustin. La vérité sur ces marques ne fut jamais établie, car les patients eux-mêmes ne gardaient aucun souvenir de leur origine. Quand on les interrogeait sur ces cicatrices, ils inventaient des explications fantaisistes, chutes de cheval, accidents de hache, bagarres d'enfants, qui variaient selon l'humeur du moment. Cette incapacité à se rappeler leurs propres blessures était en soi révélatrice d'une altération profonde de la mémoire, mais les médecins de l'époque n'avaient pas les outils conceptuels pour interpréter correctement ce symptôme. Ils se contentaient de noter ces amnésies partielles dans leurs dossiers, sans établir de lien avec les méthodes expérimentales qui avaient pu être employées sur ces patients dans leur jeunesse. Aujourd'hui encore, dans les villages de Maurienne, on trouve parfois de vieilles photographies de famille où apparaissent des visages aux expressions étrangement vides, des regards
qui semblent chercher quelque chose qu'ils ne peuvent nommer. Ces clichés jaunis portent souvent des annotations manuscrites qui trahissent l'incertitude de leurs auteurs. Oncle Pierre ou Paul, vers 1880, tante Marie, revenue de l'hôpital, cousin Jean, après sa maladie. Ces hésitations révèlent la confusion qui régnait encore dans les familles des décennies après la fermeture de Saint-Augustin, l'impossibilité de savoir avec certitude qui était vraiment qui parmi les proches qui avaient séjourné dans l'établissement de Beaumont. Certains descendants de ces familles gardent encore aujourd'hui des habitudes héritées de cette époque troublée. Ils photographient systématiquement leurs enfants sous tous les angles, notent scrupuleusement leurs caractéristiques physiques, conservent précieusement tous les documents qui attestent de leur identité. Ces précautions peuvent sembler excessives à l'heure des bases de données informatiques et de la surveillance électronique généralisée, mais elles témoignent de la persistance d'une angoisse ancestrale, de la peur sourde de voir un jour leur propre nom effacé par des mains expertes. Dans le coffre-fort de certaines familles savoyardes, on trouve encore des enveloppes scellées contenant des preuves d'identité de secours. Cheveux d'enfant, empreintes digitales, descriptions détaillées de grains de beauté, tout un arsenal défensif contre d'hypothétiques falsificateurs d'âme. L'histoire de l'établissement Saint-Augustin n'a jamais trouvé d'épilogue satisfaisant. Le docteur Beaumont ne fut jamais retrouvé. Ses méthodes ne furent jamais complètement élucidées. Ses victimes ne furent jamais toutes identifiées. Cette absence de conclusion définitive a permis à l'affaire de se transformer en mythe, de prendre cette dimension intemporelle qui caractérise les vraies légendes. Chaque génération a réinterprété l'histoire selon ses propres peurs, ses propres obsessions. Les anciens y voyaient la punition divine d'une époque qui avait voulu défier les lois naturelles. Les modernes y lisent une préfiguration troublante des manipulations mentales que permettront les technologies futures. Mais personne n'a jamais pu dire avec certitude où finissait la réalité historique et où commençait la construction mythologique. Ce qui demeure troublant, c'est que l'affaire Saint-Augustin semble avoir laissé des traces durables dans la réalité généalogique de la région. Les registres d'état civil de la fin du XIXe siècle comportent un nombre anormalement élevé d'anomalies, de corrections, de mentions marginales qui suggèrent des incertitudes persistantes sur l'identité réelle de certains habitants. Des familles entières présentent des arbres généalogiques incohérents, avec des dates qui ne concordent pas, des filiations douteuses, des noms qui changent sans explication d'une génération à l'autre. Ces bizarreries administratives pourraient s'expliquer par la négligence des scribes de l'époque, par l'alphabétisation encore incomplète des populations rurales, mais leur concentration géographique autour de l'ancien établissement suggère une origine plus troublante. Il existe dans les archives départementales de la Savoie un dossier particulier, classé sous la mention « Identité douteuse, affaire Beaumont », qui rassemble toutes les requêtes de rectification d'état civil déposées entre 1860 et 1900 par des habitants de la région de Saint-Benoît en Maurienne. Ce dossier contient plusieurs centaines de demandes, un chiffre extraordinairement élevé pour une population qui ne dépassait pas quelques milliers d'âmes. Les motifs invoqués sont toujours les mêmes. Erreur de transcription sur le nom de famille, confusion sur la date de naissance, omission d'un prénom, inversion de l'identité des parents. Mais la récurrence de ces erreurs dans une zone géographique si restreinte défie toute explication statistique normale. On dirait que toute une génération d'habitants avait perdu la certitude de sa propre identité, comme si les manipulations de Beaumont avaient créé une confusion générale qui s'était propagée bien au-delà des murs de son établissement. Le dernier document de ce dossier date de 1899 et émane d'un certain Auguste Roux, âgé de 52 ans, qui demandait l'autorisation de changer légalement de nom pour reprendre celui de Pierre Vallat. Dans sa requête, il expliquait avoir découvert récemment que le nom sous lequel il avait vécu toute sa vie d'adulte n'était pas le sien, qu'il était en réalité le fils de Jean Vallat et de Marie Dubois, disparu dans des circonstances mystérieuses 40 ans plus tôt.
Il affirmait avoir retrouvé la mémoire de sa véritable identité à la suite d'un accident de charrette qui lui avait causé un traumatisme crânien, comme si le choc avait réveillé des souvenirs enfouis sous des années de conditionnement. Sa demande fut rejetée par l'administration, faute de preuves suffisantes, mais le dossier conserve sa photographie, un visage creusé par l'angoisse, des yeux qui semblent chercher au-delà de l'objectif, un reflet de leur propre vérité. Cette photographie constitue peut-être le témoignage le plus troublant de toute l'affaire Saint-Augustin. Elle montre un homme en costume sombre, debout devant le décor neutre d'un studio de photographie, mais son expression échappe complètement aux conventions du portrait bourgeois de l'époque. Au lieu du regard droit et fier qu'affichaient généralement les clients des photographes, Auguste Roux-Pierre-Vallat semble regarder à côté de l'objectif, comme s'il cherchait à voir son propre reflet dans un miroir absent. Ses mains agrippent le dossier d'une chaise avec une crispation visible, et sa bouche entr'ouverte suggère qu'il était en train de parler au moment du déclenchement, peut-être pour se répéter son vrai nom afin de ne pas l'oublier pendant la pause. Cette image figée dans le temps capture parfaitement l'essence du drame, vécu par toute une génération d'habitants de la région. Cette recherche permanente d'une identité qui leur échappait, cette quête désespérée d'un moi authentique perdu dans les méandres de mémoire manipulée. Mais la véritable fin de l'histoire de Saint-Augustin ne se trouve peut-être pas dans les archives officielles, ni dans les témoignages des descendants, ni même dans les confessions posthumes des complices. Elle réside peut-être dans un détail minuscule, un fait si discret qu'il est passé inaperçu pendant plus d'un siècle, enfoui dans les registres paroissiaux de Saint-Benoît-en-Maurienne. En 1863, l'année même de la fermeture définitive de l'établissement, le curé de la paroisse nota dans ses marges une observation apparemment anodine. Il signalait qu'un homme âgé d'une soixantaine d'années était venu assister à la messe du dimanche, un étranger qui portait des vêtements de deuil et restait debout au fond de l'église pendant tout l'office. Cet homme avait une particularité frappante. Il semblait réciter les prières en même temps que l'assemblée, mais en décalage de quelques secondes, comme s'il devait d'abord entendre les mots avant de pouvoir les répéter. Le prêtre avait remarqué aussi que l'inconnu pleurait silencieusement pendant toute la durée de la cérémonie, non pas avec les sanglots bruyants du chagrin, mais avec les larmes régulières et mécaniques de quelqu'un qui aurait oublié comment s'arrêter de pleurer. À la fin de la messe, quand le curé était allé le saluer, l'homme avait simplement murmuré « Merci mon père », avant de disparaître dans la foule des fidèles qui sortaient de l'église. Cette visite n'aurait jamais marqué la mémoire du prêtre si l'étranger ne s'était pas présenté à nouveau le dimanche suivant, puis tous les dimanches de l'année 1863, toujours au même endroit, toujours avec les mêmes gestes décalés, toujours avec les mêmes larmes inexplicables. Le curé finit par l'aborder plus directement, lui demandant son nom et la raison de sa présence régulière dans cette paroisse éloignée. L'homme hésita longuement avant de répondre qu'il s'appelait Émile Beaumont, mais que ce nom ne lui semblait plus vraiment le sien depuis quelque temps. Il expliqua qu'il venait prier pour tous ceux qu'il avait soignés au fil des années, particulièrement pour ceux qui étaient morts loin de chez eux, dans des lieux où personne ne connaissait leur vrai nom. Le prêtre ne fit pas immédiatement le lien avec le scandaleux directeur de l'établissement voisin, car cet homme semblait avoir perdu toute trace de l'assurance et de l'autorité qu'on attribuait au docteur fugitif. Au cours des mois suivants, Émile Beaumont, si c'était bien lui, continua ses visites dominicales, mais son comportement évoluait de manière inquiétante. Il arrivait de plus en plus tôt à l'église, parfois avant l'aube, et restait agenouillé devant l'autel en murmurant des litanies incompréhensibles où se mélangeaient des prénoms, des dates, des fragments de prières en latin. Le curé découvrit qu'il récitait de mémoire des listes entières de noms, toujours les mêmes, comme s'il essayait de préserver ses identités de l'oubli en les répétant inlassablement. Quand on l'écoutait attentivement, on reconnaissait les noms des anciens patients de Saint-Augustin, Marie Dubois, Pierre Vallat, Jean Morel, Émilie Roux, tous ceux qui avaient disparu dans les méandres des expérimentations médicales. Mais l'homme les récitait dans le désordre,
mélangeant les vrais noms et les fausses identités, comme s'il avait lui-même perdu la capacité de distinguer les originaux des copies. Le curé comprit alors qu'il avait affaire au célèbre docteur Beaumont, mais dans un état de déchéance mentale qui rendait toute dénonciation impossible. Cet homme brisé ne ressemblait plus au manipulateur génial que décrivaient les rapports d'enquête. Il était devenu lui-même une victime de ses propres méthodes, un être dont l'identité s'effritait sous le poids des culpabilités accumulées. Le prêtre décida de garder le secret de cette présence, estimant que la justice divine s'était déjà exercée de manière plus implacable que n'aurait pu le faire aucun tribunal humain. Il se contenta d'observer discrètement la lente désintégration mentale de cet homme qui avait voulu jouer avec les mystères de la conscience et qui payait maintenant le prix de son hubris. En décembre 1863, les visites cessèrent brutalement. Le curé trouva Émile Beaumont effondré dans l'église un matin de grand froid, mort probablement depuis plusieurs heures. Il n'avait sur lui aucun papier d'identité, aucun bien personnel, seulement un petit carnet de cuir noir où il avait noté des centaines de noms accompagnés de dates et de lieux de naissance. Ce carnet semblait être sa tentative désespérée de reconstituer les identités véritables de tous ceux qu'il avait traités, un inventaire obsessionnel des âmes qu'il avait manipulées et qu'il essayait maintenant de rendre à elles-mêmes par la seule force de sa mémoire défaillante. Mais la plupart des entrées étaient illisibles, mélangées, contradictoires, révélant l'état de confusion mentale dans lequel le médecin avait sombré au cours de ces derniers mois. Le prêtre enterra discrètement le corps dans un coin reculé du cimetière, sans cérémonie particulière, sous une simple croix de bois qui ne portait aucun nom. Il conserva le carnet dans ses archives, personnelles, sans jamais révéler à quiconque l'identité du défunt. Ce secret fut emporté dans sa propre tombe 20 ans plus tard, et le carnet disparut probablement avec les papiers personnels du curé, dispersés ou détruits par ses successeurs qui ignoraient leur importance. Ainsi mourut dans l'anonymat l'homme qui avait voulu redéfinir l'identité humaine, victime ultime de ses propres expérimentations, ayant perdu jusqu'à son propre nom dans le labyrinthe des mémoires qu'il avait créé. Cette fin discrète explique peut-être pourquoi l'affaire Saint-Augustin ne fut jamais vraiment résolue. Le principal coupable était mort sans avoir livré ses secrets, emportant avec lui la clé des mystères qu'il avait engendrés. Les familles de victimes continuèrent pendant des années à espérer des révélations qui ne viendraient jamais, à chercher des explications qui resteraient à jamais enfouies dans la tombe sans nom d'un cimetière de montagne. L'absence de véritable épilogue transforma progressivement cette histoire réelle en légende, en conte moral sur les dangers de la science sans conscience, en métaphore des angoisses identitaires qui travaillent toute société en mutation. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après ces événements, il ne reste presque plus rien de l'établissement Saint-Augustin dans le paysage physique de la vallée. La route moderne passe sur l'emplacement des anciens bâtiments, les pylônes électriques ont remplacé les arbres témoins, les chalets de vacances occupent les terrains où s'élevaient autrefois les murs de l'institution. Seuls quelques habitants âgés se souviennent encore des histoires que racontaient leurs grands-parents, et encore ces récits ont-ils été déformés par le temps jusqu'à devenir des contes fantastiques où se mélangent la réalité historique et les inventions de l'imagination populaire. Les jeunes générations ignorent généralement tout de cette page sombre de l'histoire locale, trop occupées par les préoccupations du présent pour s'intéresser aux fantômes du passé. Pourtant, parfois, lors des travaux de terrassement nécessaires à la construction de nouvelles infrastructures, les pelleteuses mettent encore au jour des vestiges troublants, des fragments d'ossements qui présentent des perforations suspectes, des objets personnels anciens, montres, bijoux, lunettes, qui semblent avoir été enterrés en hâte dans des fosses communes, des morceaux de papier moisis où l'on peut encore déchiffrer des noms rayés et réécrits, des identités superposées comme des palimpsestes de l'âme humaine.
Ces découvertes fortuites sont généralement signalées aux autorités compétentes, qui procèdent aux analyses d'usage avant de classer les dossiers sans suite, faute d'éléments permettant d'identifier précisément l'origine de ces vestiges. Mais il arrive que ces trouvailles archéologiques involontaires réveillent des échos inattendus dans les familles de la région. Une vieille dame reconnaît la montre de gousset de son arrière-grand-père, officiellement mort de maladie en 1854, mais dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Un homme d'âge mûr identifie formellement les lunettes de sa grand-tante, cette femme étrange qui était revenue de l'hôpital, avec un nom différent et des souvenirs confus. Ces reconnaissances tardives rouvrent parfois de vieilles blessures familiales, ravivant des questions que l'on croyait définitivement enterrées avec leur protagoniste. Elles rappellent que l'histoire de Saint-Augustin n'appartient pas seulement au passé, qu'elle continue de hanter le présent sous forme de traces matérielles et de mystères non résolus. Il existe dans la région une tradition particulière, transmise de génération en génération depuis l'époque de l'affaire Beaumont, qui consiste à photographier systématiquement tous les nouveau-nés sous plusieurs angles différents et à conserver ces clichés dans des coffres-forts familiaux. Cette pratique peut sembler excessive à l'ère de la surveillance électronique généralisée, mais elle révèle la persistance d'une angoisse ancestrale, la peur sourde que l'identité puisse encore être confisquée par des manipulateurs habiles. Les familles les plus méfiantes vont jusqu'à faire graver discrètement des marques de reconnaissance sur leurs enfants, cicatrices volontaires, tatouages miniatures, implants sous-cutanés, pour qu'ils puissent toujours prouver leur véritable identité en cas de substitution. Ces précautions peuvent paraître paranoïaques, mais elles témoignent de la profondeur du traumatisme collectif causé par l'affaire Saint-Augustin. Car le véritable héritage du docteur Beaumont ne réside pas dans ces techniques primitives de manipulation mentale, promises à l'obsolescence avec les progrès de la science médicale. Il se trouve dans cette inquiétude diffuse qu'il a implantée dans les consciences, cette remise en question permanente de l'authenticité de nos souvenirs et de la solidité de notre identité personnelle. En démontrant que la mémoire humaine pouvait être altérée, que les souvenirs pouvaient être falsifiés, que l'identité pouvait être reconstruite artificiellement, il a ouvert une brèche dans la confiance que nous accordons naturellement à notre propre esprit. Cette brèche ne s'est jamais refermée, et elle continue de s'élargir à chaque nouveau progrès des neurosciences, à chaque découverte sur la plasticité cérébrale, à chaque révélation sur les mécanismes de la mémoire. L'affaire Saint-Augustin préfigure ainsi les angoisses de notre époque contemporaine, où les technologies de l'information permettent de manipuler les perceptions à une échelle inégalée, où les réseaux sociaux façonnent nos souvenirs et remodèlent nos identités, où l'intelligence artificielle commence à reproduire et à simuler les processus de la conscience humaine. Le docteur Beaumont était peut-être moins un fou isolé qu'un précurseur involontaire, un explorateur maladroit des territoires que l'humanité continue d'arpenter aujourd'hui avec des moyens infiniment plus sophistiqués. Ces expérimentations artisanales du XIXe siècle annoncent les défis éthiques que posera demain la maîtrise technologique de l'esprit humain. Dans cette perspective, l'établissement Saint-Augustin apparaît comme le laboratoire primitif d'une révolution anthropologique qui ne fait que commencer. Les questions que soulevaient les méthodes de Beaumont. Qui sommes-nous vraiment? Nos souvenirs sont-ils fiables? Notre identité est-elle modifiable? Restent d'une actualité brûlante dans un monde où la frontière entre le naturel et l'artificiel s'estompe progressivement. L'histoire de cette clinique oubliée de Savoie résonne ainsi comme un avertissement prophétique, un conte moral sur les dangers qui guettent une humanité tentée de redéfinir sa propre nature. Elle nous rappelle que derrière chaque promesse de guérison miracle se cache peut-être une forme plus subtile d'aliénation, que chaque progrès de la science médicale peut aussi constituer un pas vers la déshumanisation. Mais il reste une dernière énigme dans cette histoire, un mystère que tous les documents d'archives et tous les témoignages n'ont jamais pu élucider complètement.
Dans le registre paroissial de Saint-Benoît en Maurienne, à la date du 15 décembre 1863, figure une entrée lacunaire qui a intrigué tous ceux qui l'ont consulté. Le curé y mentionne l'inhumation d'un homme inconnu, retrouvé mort dans l'église, mais la description physique du défunt ne correspond pas exactement au signalement du docteur Beaumont diffusé par la police. L'âge est différent, la taille aussi, et surtout, le prêtre note que l'homme portait une cicatrice circulaire caractéristique sur le crâne, semblable à celle qu'on retrouvait chez les anciens patients de Saint-Augustin. Cette observation troublante suggère une hypothèse vertigineuse. Et si le véritable Émile Beaumont avait lui-même subi ses propres traitements? Et si l'homme qui dirigeait l'établissement dans ces dernières années n'était qu'un patient reconverti, un malade mental transformé en directeur par les soins d'un autre médecin resté dans l'ombre? Cette possibilité expliquerait la dégradation progressive des méthodes employées, les incohérences croissantes dans la gestion de l'institution, l'effondrement final du système quand le faux directeur aurait perdu contact avec la réalité.